Je suis M. Anissé Bongo Nimba, homme d'affaires gabonais, tout simplement. Et puis, comment dirais-je, fervent défenseur de la culture bantou et des cultures africaines. Papa Andjo a été, je dirais effectivement un patriarche, c'était le chef d'une grande famille dont l'origine c'est la famille Nimba et Ibori, qui sont ses deux parents, son père et sa mère. Et aujourd'hui, en tant que patriarche, il était aussi en même temps dépositaire des traditions culturelles ndjobi. Et c'est une très grande perte que nous avons. On dit souvent que quand un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et dans ce cas-ci, je pourrais dire que c'est plus qu'une bibliothèque, c'est pratiquement une tradition qui s'en va même. Voilà un petit peu qui était Papa Andjo, très courtois, très réservé, très discret et surtout serviable pour, je dirais, les populations. Pas qu'il avait la charge, mais dont il avait le contrôle sur le plan spirituel. Effectivement, ça c'est un problème parce que bon, moi-même faisant partie, il n'a pas eu le temps de désigner un successeur, mais vous savez que ces choses en Afrique, il n'y a pas de problème, il n'est pas l'inventeur de ce rituel, de ce rite-là. Et certainement, il va y avoir des réunions sur les différents dignitaires restants pour essayer de désigner un successeur à ce poste de leader culturel. Et je pense que ça va se faire dans les semaines ou les mois à venir. Mais pour le moment, les différents initiés ne sont pas pressés. Vous savez, toute personne qui s'attaque aux accords néocolonialistes doit toujours s'attendre à une disparition brutale. Je fais référence à Sankara, qui pour moi était quand même de notre génération la figure la plus visible. Effectivement, il y en a eu d'autres avant, comme par le Kwame Nkrumah. Et effectivement, j'ai suivi ces derniers mois ces prises de position fermes par rapport à la défense de l'autonomie et l'indépendance des Africains, et d'ailleurs j'ai beaucoup admiré. C'est une grande perte que nous avons par rapport à ce qui s'est passé là, et surtout que les conditions dans lesquelles on perd la vie ne sont pas vraiment élucidées, parce qu'on nous parle de laisser au front. Donc, personnellement, je trouve un petit peu, comment dirais-je, déroutant qu'un chef d'État, au front, soit une seule victime, soit la seule victime d'un combat. Mais n'empêche que bon, on va se fier à la version officielle. Et sinon, très franchement, c'est une très très grande perte. Là, on vient de perdre, je dirais, peut-être l'un des derniers baroudards qui ose aujourd'hui lever le poing pour s'insurger sur ce qui est fait à l'Afrique depuis des centaines d'années. Et c'est vraiment très très dommage. Pour la suite, tout ce qu'on peut dire, c'est de voir ce qui va se passer et puis nous observons. Oui, le Né Congo continue à progresser. Je sais que les récépissés au niveau international sont sortis. Au niveau du Gabon, le bureau a été mis en place. Nous sommes dans les démarches de crédibilité, de valorisation et de reconnaissance de la structure localement parlant. Et ma foi, je pense que petit à petit, ça avance, mais il ne faut pas se précipiter parce que c'est aussi là un autre défi, parce qu'on parle de Né Congo, on ne parle plus de pays. C'est une forme de défiance encore à l'Occident qui a établi des frontières. Parce que le Né Congo, ouais, ça mélange le Gabon, le Congo, une partie du Cameroun, les deux Congos. C'est très très vaste. Et le but, c'est d'arriver à se dire que les nationalités telles que Gabonais, Congolais, tout ça, n'aient pas d'importance.
avec, je pense, le marché commun de l'Afrique et la CEAC qui va libérer les frontières. Je pense que les nationalités, au fur et à mesure, si on peut s'orienter et oublier ça, revenir à nos traditions, nos différents regroupements ethniques ou régionaux, ça peut être plus intéressant et plus facile à implémenter le développement que nous n'avons pas d'ailleurs, parce que nous sommes trop sous l'emprise des pays qui sont en fait la répartition géographique des richesses entre les Occidentaux plutôt, qui se sont partagés des parts du gâteau. Alors, ce qu'il faut remarquer d'abord, vous voyez qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde civilisé à l'occidental. Et malgré tout ce qu'on peut faire, on a du mal à réellement créer un développement réel. Et ça, c'est tout à fait normal parce que nous faisons du mimétisme. Tout ce qui vient de l'Occident, on l'amène ici, on essaie de l'appliquer sur le terrain. Ça ne peut pas marcher parce que cet environnement n'est pas adapté à ce qui est importé. Le Né Congo, c'est de revenir vers une communauté ou une organisation qui nous sied à nous. Évidemment, il faut enlever toutes les mauvaises aspérités. Les aspérités qui ne collent pas avec le développement, avec le modernisme, il faut écarter cela. Parce qu'effectivement, dans nos cultures à nous, il y a beaucoup d'artifices qui sont inutiles, qui sont que des artifices à tromper les uns et les autres. Mais l'Occident amène beaucoup de choses qui ne sont pas du tout adaptées, qu'il faut d'abord s'approprier et les réadapter. Mais s'approprier et les réadapter dans le cadre des pays tels comme je vous dis là, le Gabon, le Congo, c'est compliqué parce qu'on est toujours sous emprise. Pour essayer de masquer cela, essayons de parler de régionalisation de nos anciennes organisations géographiques. Le Né Congo, c'est une zone géographique bien délimitée, dont le contrôle ne peut pas appartenir à la France, à la Belgique ou à l'Allemagne. Donc quand vous prenez le Gabon, on sait sous quel contrôle est le Gabon. Quand on prend la RDC, on sait sous quel contrôle est la RDC. Le Congo, on sait exactement. Et il est difficile de s'en sortir en se limitant à cela. Donc parlons plutôt d'ethnie, de civilisation et de région en référence à nos traditions pour pouvoir essayer d'implémenter un développement basé sur une culture bien définie. Alors c'est pas très compliqué. D'abord, il ne faut pas confondre tradition et modernisme. Le modernisme est pour tout le monde. Un avion, c'est un avion. L'avion n'appartient pas à une culture, ni la voiture, ni le vélo, ni la technologie. Donc le modernisme, c'est quoi? C'est le progrès technique et technologique. C'est ça. Ce qui est important pour nous, c'est le modèle sociétal, le modèle de vie que l'on veut. Vous parlez par exemple de la musique que les jeunes écoutent parce qu'ils ont pris sur Internet. Mais c'est à nous de développer sur Internet aussi nos outils où nos musiques sont mises en valeur et que nos jeunes puissent aller le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Africains, quels qu'ils soient, ont leur culture dans leur peau. C'est un gène. On peut copier, mais on a toujours envie de connaître notre culture. Or, nos jeunes aujourd'hui sont perdus. Malgré ça, ils cherchent à connaître leur culture. Mais il n'y a personne pour leur montrer comment le faire. Et c'est ça qu'on doit leur faire prendre conscience que quand on est adulte, c'est pas parce qu'on n'a pas été dans notre environnement culturel qu'on ne doit plus le chercher. On peut faire un retour aux sources par soi-même d'abord. Si par exemple, moi, ma génération a raté, mais je me concentre que mes enfants puissent prendre cela. Et ça vient de là. Ce n'est pas une affaire d'instantané. C'est une affaire qui va prendre plusieurs années, plusieurs générations. Mais il faut commencer. Si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Dans les écoles, par exemple, l'école que nous avons, comme vous avez cité, sont les écoles à la modèle occidental. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas réfléchir à un modèle d'école local à nous? Comment est-ce que nos enfants étaient gardés dans les villages avant? L'enfant appartenait à tous les vieux qui restaient au village au corps de garde. Parce que les hommes valeureux et les femmes en bonne forme étaient aux plantations, étaient aux champs. Pourquoi ne pas faire des quartiers où, quand les parents vont au travail, les vieux restent à garder tous les enfants? Ce qui veut dire qu'il faut ramener la ville à la forme d'un village. Au lieu de construire chacun nos parcelles à gauche, à droite, comme on nous fait là, non. C'est de prendre des parcelles regroupées en cercle, les maisons sont autour, il y a un corps de garde au milieu. Quand tu pars au boulot, tes enfants s'amusent au milieu et les vieux qui sont là gardent les enfants pendant que les parents sont au travail.
Il faut adapter la ville à notre modèle de vie. C'est ce qu'on n'a pas fait. On fait du mimétisme, chacun chez lui. Or, nous avons des familles qui sont très très larges. Voilà déjà une base sur laquelle tout peut être révolutionné. Et l'école, c'est pareil. Pourquoi l'école doit suivre un programme occidental? L'école, c'est d'abord la vie. La vie, c'est quoi? C'est de montrer comment on vit. L'école, justement, peut être organisée d'une manière où on arrive le jour, on demande aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Ils veulent apprendre la nature, on sort. Ils veulent apprendre à nager, on va à la piscine. Ils veulent apprendre à courir, on fait du sport. Pourquoi est-ce qu'on doit être formel et suivre ce que l'Occident décide en France? C'est à nous de créer nos propres programmes adaptés à ce que nous avons besoin. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle d'Internet, de téléphonie mobile, on parle de la 5G. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On aurait pu rester à la 3G et développer correctement la 3G, la maîtriser. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à la 5G. À quoi ça nous sert d'avoir des hauts débits alors que nous n'utilisons même pas les débits simples? Vous voyez? Quand je dis la technologie est à tous, mais on n'est pas obligé de suivre le rythme occidental. Vous comprenez un petit peu? Donc vraiment, il y a possibilité de réadapter les choses à notre façon de voir les choses. C'est ce qui est important.